Le 17 septembre, un drone armé fonce, puis dévie soudainement au-dessus d'une route burkinabé, brisant un calme déjà fragile. Au Sahel, ce qui ressemble à une erreur technique tue 3 civils, expose un ciel surveillé et révèle une souveraineté contestée par des puissances extérieures agissant sans déclaration de guerre. Que signifie ce silence international pour vous quand Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se retrouvait désigné comme cible potentielle au cœur de son propre pays? Un avertissement furtif traverse l'Afrique entière. Ce récit promet d'expliquer ce qui s'est réellement joué au-dessus du Burkina Faso, sans spéculation gratuite ni chiffres inventés. Comprendre les enjeux aide à lire le pouvoir, la sécurité, la souveraineté. À partir d'un incident aérien présenté comme isolé, l'analyse suit les décisions, les réactions et les silences qui ont transformé un fait militaire en signal politique. L'enjeu dépasse la personne visée et touche la capacité d'un État à contrôler son espace, son récit et ses alliances. En toile de fond, la région du Sahel apparaît comme un laboratoire de rapports de force où technologies avancées et zones grises juridiques se croisent. Le fil conducteur interroge aussi la responsabilité internationale face aux dommages civils, ainsi que la manière dont l'information circule ou se tait lorsque l'Afrique est concernée. Pourquoi certains événements déclenchent-ils des vagues d'indignation quand d'autres s'évanouissent dans l'indifférence médiatique? Ce cadre permet d'évaluer les choix d'Ibrahim Traoré non comme des gestes impulsifs, mais comme des réponses calculées à un environnement contraint, où chaque mot, chaque preuve publiée peut déplacer l'équilibre régional. 3 morts civiles, un missile dévié, un président toujours vivant, en quelques minutes, le 17 septembre a changé de statut. À 10h40, selon les éléments rendus publics, une frappe destinée à Ibrahim Traoré échoue et touche un camion civil, révélant une opération bien plus structurée qu'une simple erreur. Ce jour-là, le Burkina Faso n'était pas officiellement en guerre, mais son espace aérien était pourtant pénétré par un drone MQ-9 Reaper, appareil associé à des opérations militaires de haute précision. L'incident survient dans un Sahel déjà saturé de présences étrangères, de coopération sécuritaire floue et de tensions persistantes entre souveraineté nationale et intervention extérieure. Le contraste est brutal. Un pays qui affirme vouloir reprendre le contrôle de ses choix stratégiques et un ciel où circulent les colonies des technologies qu'il ne maîtrise pas totalement. Le contexte politique éclaire la portée de l'événement. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré incarne une ligne de rupture avec certaines influences occidentales, privilégiant un discours axé sur l'autonomie, la transparence et la responsabilité nationale. Cette posture l'a placé au centre d'une dynamique régionale sensible, où chaque geste est observé, interprété, parfois instrumentalisé. Dans ce cadre, la tentative manquée prend une dimension symbolique. Elle expose la vulnérabilité persistante des États sahéliens face à des moyens militaires asymétriques. L'environnement régional amplifie encore l'écho de l'incident. Le Sahel est décrit comme un espace stratégique clé traversé par des enjeux sécuritaires, énergétiques et diplomatiques. Les frappes de drones y sont souvent justifiées au nom de la stabilité, mais leurs effets collatéraux alimentent une défiance croissante des populations locales. Ici, la mort de 3 civils agit comme un révélateur, rappelant que la précision technologique ne supprime ni le risque humain, ni la responsabilité politique. En révélant rapidement des éléments matériels et contextuels, Ibrahim Traoré transforme l'événement en point d'appui narratif. Il ne s'agit plus seulement d'un raté opérationnel, mais d'un signal adressé à l'opinion nationale et continentale.
le contrôle du ciel africain reste un enjeu non résolu. Cette mini-révélation ouvre une question plus large. Suspendue depuis ce matin de septembre, qui décide réellement de la sécurité dans la région et à quel prix? Au cœur de cette séquence, le président n'apparaît pas comme une silhouette abstraite, mais comme un acteur exposé, pris dans une chaîne de décisions concrètes. Le matin du 17 septembre, le convoi présidentiel circule sans démonstration sécuritaire excessive, fidèle à une pratique visant à réduire la distance entre pouvoir et population. Ce choix, souvent perçu comme symbolique, devient soudainement un facteur de vulnérabilité réelle lorsque l'alerte aérienne retentit. Les premières réactions se jouent en quelques minutes. Les équipes locales modifient l'itinéraire, évitant un scénario fatal, tandis que les systèmes de surveillance confirment une intrusion non autorisée. Cette séquence courte révèle un contraste frappant entre des moyens technologiques limités et une capacité de réaction humaine décisive. À ce stade, l'impact est immédiat, mais encore invisible pour le grand public. Une vie épargnée, trois autres perdues, et une tension silencieuse qui s'installe au sommet de l'État. Autour de cet événement, des trajectoires individuelles émergent. Les familles des victimes civiles découvrent brutalement que des décisions prises à des milliers de kilomètres peuvent frapper leur quotidien. Dans les rangs administratifs et militaires, l'incident déclenche une remise en question des protocoles existants et de la dépendance à des architectures de sécurité externes. Ces effets précoces ne font pas la une, mais ils modifient déjà la perception interne du risque et de la souveraineté. Le rôle du dirigeant devient alors celui d'un point de convergence. En choisissant de documenter plutôt que de dissimuler, il transforme une menace personnelle en enjeu collectif. Cette posture crée un premier basculement narratif. L'incident n'est plus seulement un danger évité, mais un signal d'alarme partagé dont les répercussions commencent à se diffuser bien au-delà du cercle présidentiel. La question centrale s'impose déjà en filigrane. Combien de temps un tel équilibre précaire peut-il tenir? Tout commence par une phase d'activation discrète presque invisible. Dans les jours précédents, le 17 septembre, les signaux d'alerte ne sont pas publics, mais le climat est déjà chargé. Les prises de position politiques récentes du Burkina Faso, perçues comme un éloignement de certains partenariats traditionnels et installant une tension de fond. Rien n'indique encore une action imminente, mais l'environnement sécuritaire se resserre autour de figures clés, dont Ibrahim Traoré, devenu un symbole régional bien au-delà de sa fonction formelle. Puis vient le moment de bascule. Le matin du 17 septembre, un drone MQ-9 Reaper pénètre l'espace aérien burkinabé sans autorisation déclarée. L'appareil n'agit pas dans l'urgence, mais dans une logique de suivi et de ciblage, suggérant une préparation en amont. Le convoi présidentiel en mouvement devient un point d'intérêt critique. À ce stade, l'événement reste contenu dans des cercles techniques et militaires, loin de toute narration officielle. Le point culminant survient lorsque le missile est lancé. La séquence est brève mais décisive. La trajectoire change, volontairement ou non, et l'arme frappe un camion civil. Vies sont perdues instantanément. Pour les opérateurs, l'action est terminée. Pour le Burkina Faso, tout commence réellement à ce moment précis. La tentative échouée laisse derrière elle non seulement des victimes, mais aussi des fragments matériels et symboliques impossibles à ignorer. L'onde de choc immédiate se manifeste d'abord dans le silence. Aucun communiqué international rapide, aucune reconnaissance explicite de l'incident. Ce vide informationnel crée un espace où plusieurs lectures coexistent. Accident technique, dommage collatéral ou message dissuasif adressé à un pouvoir jugé trop autonome. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les autorités enclenchent une réponse méthodique, centrée sur la collecte de preuves plutôt que sur la dénonciation immédiate.
La phase de répercussion s'étend sur les jours suivants. Les débris sont analysés, les données radars recoupées, les trajectoires reconstituées. Chaque élément renforce l'idée d'une frappe ciblée intégrée dans un dispositif plus large. Cette accumulation transforme progressivement l'incident en dossier politique. Il ne s'agit plus d'un événement isolé, mais d'un cas d'école révélant les limites du contrôle aérien national et la persistance de zones d'ombre dans les opérations étrangères au Sahel. C'est dans ce contexte que la décision présidentielle intervient. Ibrahim Traoré choisit de rendre publiques les informations disponibles, rompant avec une tradition de gestion opaque des crises sécuritaires. Ce choix marque la fin de la séquence purement événementielle et le début d'un affrontement narratif. La tentative d'assassinat manqué devient un levier pour questionner la souveraineté, la responsabilité et le droit à la vérité. De l'activation initiale aux répercussions durables, cette chaîne d'événements suit une logique claire. Action discrète, point de rupture, puis diffusion contrôlée des faits. Chaque étape ajoute une couche de sens jusqu'à transformer une frappe ratée en signal politique adressé à toute une région. Face à cette chronologie, une interrogation demeure ouverte. Cet enchaînement relève-t-il d'une exception ou annonce-t-il une nouvelle norme sécuritaire au Sahel? Avant le 17 septembre, l'espace aérien burkinabé enregistrait des incursions sporadiques, rarement documentées publiquement. Après cette date, une frappe confirmée a entraîné 3 morts civiles et une violation officiellement reconnue. Ce passage d'un risque latent à un impact humain concret marque un changement mesurable dans la perception de la sécurité nationale. Le premier indicateur concerne les pertes humaines. 3 civils ont été tués lorsqu'un missile a frappé un camion de livraison alors que la cible présumée était ailleurs. Ce chiffre, limité en apparence, a un poids politique majeur, car il transforme une opération discrète en événement public irréversible. Chaque victime civile devient une preuve tangible que les technologies de précision ne neutralisent pas le coût humain. Dans le contexte burkinabé, ces décès ont déclenché une réaction émotionnelle et institutionnelle immédiate, contrastant avec l'absence de reconnaissance internationale rapide. Le deuxième élément chiffrable réside dans la chronologie opérationnelle. Entre la détection de l'intrusion et l'impact, moins d'1 heure s'écoule. Ce délai court souligne 2 réalités simultanées: la rapidité des systèmes de frappe modernes et la marge de manœuvre réduite des dispositifs de défense locaux. Avant l'incident, le contrôle aérien reposait surtout sur des alertes passives. Après, il devient évident que ce modèle ne suffit plus face à des plateformes capables de surveiller et de frapper à distance prolongée. Un troisième indicateur concerne le type d'armement identifié. Les fragments retrouvés correspondent à un missile Hellfire R9X conçu pour des éliminations ciblées. Cette caractéristique technique change l'interprétation des faits. Elle indique une intention précise plutôt qu'une action aveugle. En termes de lecture factuelle, cela déplace l'événement du registre de l'accident vers celui de l'opération planifiée, même si la cible finale n'a pas été atteinte. Cette distinction pèse lourd dans l'argumentaire développé par les autorités. La diffusion des données constitue un autre point mesurable. En quelques jours, des images de débris, des relevés radars et des éléments de trajectoire sont rendus publics. Avant cette séquence, de tels documents restaient généralement confinés au cercle militaire. Après, leur publication crée un précédent. Elle modifie le rapport entre État et opinion publique, en établissant la transparence comme réponse stratégique. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette logique pour renforcer la crédibilité de son discours en substituant des faits observables aux accusations verbales. Enfin, l'impact régional peut être évalué par les réactions officielles recensées en Afrique. Plusieurs gouvernements expriment leur solidarité, même sans chiffres spectaculaires.
Ce changement qualitatif, bien que difficile à quantifier précisément, marque une augmentation perceptible des prises de position publiques par rapport à des incidents comparables passés. Avant, les réactions étaient isolées. Après, elles tendent à se coordonner davantage. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire claire, d'une exposition diffuse au risque à une démonstration concrète de vulnérabilité. Les chiffres restent limités, mais leur portée symbolique est élevée. Ils transforment un événement ponctuel en référence factuelle durable, autour de laquelle se structure désormais le débat sur la souveraineté, la sécurité et la responsabilité. La question devient alors inévitable. Comment ces données influenceront-elles les choix futurs au Burkina Faso et au-delà? Une première lecture, souvent avancée par des acteurs extérieurs, défend l'idée d'une nécessité sécuritaire. Selon cet argument, les frappes de drones dans le Sahel seraient un outil indispensable pour contenir des groupes armés transnationaux et prévenir une instabilité plus large. Dans cette perspective, l'usage de technologies de précision est présenté comme un moindre mal, censé réduire les pertes humaines tout en neutralisant des menaces jugées imminentes. Le raisonnement insiste sur l'urgence et sur la difficulté d'agir autrement dans des zones vastes, peu contrôlées et traversées par des réseaux violents. Un second argument met en avant la thèse de l'erreur opérationnelle. Les défenseurs de cette lecture évoquent des défaillances techniques possibles, des changements imprévus de trajectoire ou des informations de ciblage incomplètes. L'incident du 17 septembre serait alors interprété comme un accident tragique mais non intentionnel, inscrit dans les risques inhérents à toute opération militaire complexe. Cette position cherche à dissocier l'événement d'une volonté politique explicite en le ramenant à une défaillance ponctuelle. Face à ces deux arguments, la réponse burkinabé introduit une contradiction structurée. D'abord, la nature même de l'armement identifié, conçu pour des frappes ciblées, affaiblit l'hypothèse d'une action aveugle. Ensuite, l'absence de menaces déclarées ou de conflit officiel avec le Burkina Faso rend fragile la justification d'une urgence sécuritaire transfrontalière. Enfin, le silence initial des acteurs impliqués renforce l'impression d'une zone grise assumée plutôt que d'une simple maladresse reconnue. La position portée par Ibrahim Traoré s'appuie sur cette lecture critique. En publiant des éléments matériels et chronologiques, il déplace le débat du terrain des intentions supposées vers celui des faits observables. La question n'est plus seulement de savoir si la lutte contre l'insécurité est légitime, mais si elle peut s'exercer sans consentement, sans transparence et sans responsabilité envers les populations civiles affectées. Cette inflexion change la nature du dialogue. Elle oblige à confronter les principes affichés aux conséquences réelles. Ainsi, le face-à-face argumentatif révèle un déséquilibre fondamental. D'un côté, des discours globaux sur la stabilité, de l'autre, des réalités locales marquées par des pertes humaines et une souveraineté fragilisée. La force de la réponse burkinabé réside moins dans la dénonciation que dans la démonstration, en exposant les limites concrètes des justifications avancées. Reste une interrogation centrale. Ces arguments opposés peuvent-ils encore coexister sans redéfinir les règles du jeu sécuritaire régional? Et c'est précisément ici que le centre de gravité bascule. L'incident du 17 septembre cesse d'être perçu comme une anomalie technique pour devenir un révélateur stratégique. Ce qui change la lecture, ce n'est pas seulement la frappe manquée, mais la manière dont elle est rendue visible. En exposant les preuves disponibles, le pouvoir burkinabé inverse une logique ancienne. Au lieu de subir le récit imposé de l'extérieur, il impose le sien, fondé sur des faits vérifiables et assumés publiquement. Cette révélation modifie l'équilibre du rapport de force. Jusqu'alors,
la supériorité technologique suffisait à garantir l'opacité. Désormais, elle se heurte à une stratégie de transparence qui transforme chaque donnée en levier politique. L'espace aérien n'est plus seulement un champ d'opérations militaires, mais un terrain de légitimité où se jouent crédibilité et souveraineté. Ce déplacement est décisif car il oblige les acteurs extérieurs à réagir non plus dans l'ombre, mais face à une opinion attentive. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans ce point de rupture. En assumant le risque de la divulgation, il fait de la tentative avortée un moment de clarification. Le message implicite est clair. La vulnérabilité existe, mais elle ne sera plus dissimulée. Cette posture redéfinit la notion de puissance dans le contexte sahélien en montrant que le contrôle du récit peut compenser partiellement le déséquilibre des moyens matériels. À partir de ce milieu de parcours, la question n'est donc plus de savoir ce qui s'est passé, mais ce que cette exposition change durablement. La frappe devient un précédent et la transparence une arme politique. Ce basculement ouvre la voie à des conséquences concrètes qui dépassent largement l'événement initial. Les répercussions de l'incident se matérialisent rapidement et touchent plusieurs cercles distincts, chacun affecté différemment par la révélation publique de la frappe. Pour l'appareil étatique burkinabé, l'événement agit d'abord comme un électrochoc institutionnel. Les ministères concernés réévaluent leurs priorités sécuritaires, non pas dans une logique de riposte immédiate, mais dans une perspective de contrôle et de documentation. La souveraineté n'est plus pensée uniquement comme une capacité militaire, mais comme une aptitude à produire et défendre un récit crédible face à des acteurs plus puissants. Du côté des forces de sécurité et de l'administration, l'impact est pragmatique. Les procédures internes évoluent, notamment en matière de surveillance aérienne et de partage d'informations. Même sans chiffres spectaculaires, un changement qualitatif s'opère. Ce qui relevait auparavant d'un angle mort devient un sujet assumé de débat interne. Cette dynamique renforce la cohésion autour d'une idée simple mais structurante. L'exposition des faits peut devenir un outil de dissuasion politique. Pour les populations civiles, l'effet est plus ambivalent. La mort de trois innocents rappelle brutalement la fragilité du quotidien face à des décisions lointaines. Cependant, la reconnaissance publique de l'incident, contrairement à d'autres épisodes passés, crée un sentiment inédit de visibilité. Les victimes ne sont plus reléguées au rang de dommages collatéraux anonymes. Cette reconnaissance nourrit une attente nouvelle envers les autorités, sommées de défendre non seulement le territoire, mais aussi la dignité des citoyens affectés. Sur le plan économique et social, l'incident influence indirectement les acteurs locaux. Les entreprises de transport, les agriculteurs et les commerçants opérant dans les zones concernées perçoivent un risque accru lié à la militarisation invisible de l'espace. Cette perception, même sans données chiffrées massives, modifie les comportements, itinéraires ajustés, activités différées, prudence renforcée. La sécurité devient un facteur transversal, impactant la fluidité des échanges et la confiance dans l'environnement opérationnel. À l'échelle régionale, les conséquences prennent une dimension plus politique. Plusieurs États du Sahel expriment leur solidarité non seulement par des déclarations, mais par une attention accrue portée aux questions de défense commune. Le cas burkinabé sert de référence implicite. Il illustre ce qui peut arriver lorsqu'un pays cherche à affirmer son autonomie tout en restant exposé à des dispositifs militaires externes. Cette prise de conscience favorise des discussions sur des mécanismes de coordination régionale encore embryonnaires, mais désormais assumés. Dans ce contexte,
Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur plutôt que comme une exception. Son choix de rendre l'incident visible transforme une tentative manquée en signal partagé. Les conséquences dépassent donc largement sa personne. Elles redéfinissent les attentes envers les dirigeants africains confrontés à des pressions similaires, se taire ou documenter. Ce basculement pose une question durable pour l'ensemble de la région. Jusqu'où la transparence peut-elle devenir un levier de protection collective? À moyen terme, l'évolution de la situation peut être envisagée selon trois trajectoires distinctes, chacune reposant sur des dynamiques déjà perceptibles depuis l'incident. Le premier scénario, dit de continuité contrôlée, suppose un maintien des équilibres actuels. Dans cette hypothèse, les acteurs extérieurs évitent toute escalade visible, tandis que le Burkina Faso poursuit une stratégie de transparence mesurée. Les incursions ne disparaissent pas totalement, mais deviennent plus discrètes, encadrées par des ajustements tactiques. La souveraineté progresse par petites touches, sans rupture nette, au prix d'une vigilance constante et d'un coût politique durable. Un deuxième scénario, plus optimiste, repose sur un effet d'entraînement régional. La mise en lumière de l'incident sert alors de déclencheur à une coopération renforcée entre États sahéliens. Des mécanismes de partage d'informations, des dispositifs de surveillance coordonnés et des positions diplomatiques communes émergent progressivement. Dans ce cadre, la transparence initiée par Ibrahim Traoré devient une référence, y incitant d'autres gouvernements à documenter et assumer publiquement les atteintes à leur espace souverain. Cette dynamique réduit la marge d'action unilatérale des puissances extérieures, sans confrontation directe par simple accumulation de coups politiques et symboliques. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une montée des tensions. La révélation publique pourrait être interprétée comme un défi, entraînant des pressions accrues sous des formes indirectes. Sanctions, isolement diplomatique ou déstabilisation informationnelle. Dans ce cas, la transparence ne suffit plus à protéger et l'espace sahélien devient un terrain de confrontation feutré. Les populations subissent alors une insécurité diffuse, nourrie par l'incertitude et la multiplication d'actions difficiles à attribuer clairement. La souveraineté proclamée se heurte à des capacités limitées pour la défendre sur tous les fronts. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Il est probable que les mois à venir combinent des éléments de chacun selon les choix opérés par les différents acteurs. La variable déterminante reste la capacité à transformer un événement isolé en cadre d'action collective. Si la documentation des faits s'accompagne d'alliances solides et d'une communication cohérente, alors la trajectoire peut s'infléchir vers une stabilisation progressive. La recommandation centrale est donc d'ordre stratégique plutôt que militaire. Penser la souveraineté comme un processus cumulatif fait de preuves, de récits partagés et de coopération. Ce choix n'élimine pas le risque, mais il redéfinit la manière de l'affronter. Dans ce contexte incertain, quelle trajectoire sera privilégiée et à quel prix politique sera-t-elle assumée? Au-delà des analyses stratégiques, l'incident résonne différemment selon les publics concernés en fonction de leur position sociale et de leur exposition au risque. Pour les citoyens ordinaires, l'événement rappelle que les décisions géopolitiques ne restent jamais abstraites. Une route, un camion, un matin ordinaire peuvent soudain devenir le point de contact entre des logiques de pouvoir lointaines et une vie quotidienne fragile. Cette prise de conscience nourrit à la fois une inquiétude diffuse et une exigence accrue de protection. Pour les jeunes et les étudiants, souvent très attentifs au discours sur la souveraineté et l'autonomie africaine, l'épisode agit comme un révélateur politique. Il transforme des concepts parfois théoriques en réalités concrètes.
La question n'est plus seulement de savoir qui gouverne, mais qui contrôle l'espace, l'information et la sécurité. Cette génération connectée et sensible au récit de dignité perçoit dans la transparence affichée une forme de reconnaissance de son droit à comprendre et à juger. Les acteurs économiques locaux, quant à eux, abordent la situation avec pragmatisme. Transporteurs, commerçants et agriculteurs savent que l'instabilité, même invisible, affecte directement leurs activités. Une perception accrue du risque modifie les comportements. Prudence renforcée, investissement différé, choix d'itinéraire plus sûr. Ces ajustements silencieux montrent que la souveraineté n'est pas seulement un enjeu politique, mais aussi une condition de prévisibilité économique. Enfin, pour les membres de la diaspora et les observateurs africains à l'étranger, l'incident agit comme un miroir. Il interroge la place de l'Afrique dans les rapports de force mondiaux et la capacité de ses dirigeants à défendre leur population. La réaction d'Ibrahim Traoré, centrée sur la documentation et la parole publique, crée un point de référence émotionnel. Elle offre un récit auquel certains peuvent s'identifier indépendamment de leur distance géographique. Ces différents regards convergent vers une attente commune, être pris en compte. L'événement ne demande pas une adhésion unanime, mais une écoute réelle. En ce sens, la connexion avec le public ne repose pas sur l'émotion seule, mais sur la reconnaissance partagée d'un risque et d'une responsabilité collective. La question demeure alors ouverte. Comment transformer cette attention diffuse en engagement durable, sans céder à la peur ni à la résignation? À partir de l'incident, une trajectoire de réponse se dessine, structurée en étapes successives plutôt qu'en gestes spectaculaires. La première consiste à institutionnaliser la documentation, centraliser les relevés radars, les fragments matériels et les chronologies permet d'établir une base commune, partageable avec des partenaires régionaux. Cette étape vise moins la dénonciation que la traçabilité, afin que chaque atteinte potentielle puisse être examinée sur des éléments vérifiables. La deuxième étape concerne la coordination régionale. Sans créer de structures lourdes, des échanges réguliers d'informations entre États voisins renforcent la capacité d'alerte et réduisent l'isolement décisionnel. Cette coopération pragmatique, centrée sur l'anticipation plutôt que la riposte, transforme la vigilance individuelle en vigilance collective. Elle introduit un coût politique supplémentaire pour toute action non concertée dans l'espace sahélien. Un troisième levier porte sur la communication publique. En définissant des protocoles clairs de publication des faits, les autorités réduisent l'asymétrie informationnelle. L'objectif n'est pas de tout révéler, mais de choisir quand et comment rendre visibles les éléments essentiels. Cette maîtrise du tempo contribue à crédibiliser la parole officielle et à limiter les interprétations concurrentes. Ibrahim Traoré a illustré cette approche en privilégiant des preuves contextualisées à des déclarations émotionnelles. La quatrième étape touche à la montée en compétences locales. Investir progressivement dans des capacités de surveillance et d'analyse, même modestes, renforce l'autonomie décisionnelle. Il ne s'agit pas d'égaler des puissances technologiques, mais de réduire la dépendance et d'améliorer la capacité d'évaluation indépendante des incidents. Enfin, un dernier levier réside dans l'inscription de ces pratiques dans des cadres juridiques et diplomatiques. Formaliser des principes de respect de l'espace aérien et des mécanismes de consultation crée des références opposables. Cette approche n'élimine pas les risques, mais elle transforme des événements isolés en dossiers suivis. Pris ensemble, ces leviers dessinent une réponse graduée, orientée vers la durabilité plutôt que la confrontation. Reste à savoir si cette trajectoire pourra s'ancrer dans le temps et s'élargir au-delà du cas burkinabé.
L'histoire revient alors à une image simple, presque ordinaire, déjà évoquée plus tôt: une route, un véhicule civil, un matin sans escorte spectaculaire. Ce décor banal est devenu le symbole d'un déséquilibre profond entre des vies exposées et des décisions prises loin du sol africain. En ce sens, l'épisode du 17 septembre dépasse largement la figure du dirigeant visé. Il s'inscrit dans une mémoire collective marquée par la répétition d'actes rarement expliqués, souvent oubliés. Le fil émotionnel tient à ce contraste. D'un côté, la puissance technologique silencieuse et distante. De l'autre, des existences concrètes, interrompues ou menacées. En choisissant de rendre visibles les faits, Ibrahim Traoré a transformé ce contraste en message politique lisible. Il ne s'agit pas d'un récit héroïque classique, mais d'un rappel. La souveraineté commence par la capacité à nommer ce qui arrive sans détour ni effacement. Ce rappel agit comme un motif récurrent. Chaque donnée publiée, chaque image partagée renvoie à cette scène initiale, simple et brutale. La force du geste réside précisément dans cette cohérence: relier l'émotion à la preuve, le vécu à l'analyse. Cela crée une continuité narrative qui dépasse l'événement et s'adresse à une conscience plus large. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage: la vérité, une fois exposée, ne peut plus être ignorée. C'est cette certitude qui donne à l'épisode sa portée durable. À ce stade, le récit ne cherche plus à convaincre, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui s'est joué au-dessus du Burkina Faso ne concerne pas uniquement une architecture sécuritaire ou une séquence diplomatique. Cela interroge la place accordée aux sociétés civiles lorsque des décisions lourdes de conséquences sont prises hors de leur champ de visibilité. La souveraineté, ici, n'est pas un slogan, mais une pratique exigeante faite de vigilance, de mémoire et de participation. L'expérience récente montre que le silence n'est jamais neutre. Il protège parfois les puissants, mais il fragilise presque toujours les populations exposées. En rendant les faits publics, Ibrahim Traoré a choisi une voie qui ne garantit ni confort ni consensus, mais qui redonne une place au débat. Cette démarche invite chacun à s'interroger sur son propre rôle: observateur passif, relais d'information ou acteur d'une discussion plus large sur les règles communes. Partager cette histoire, en débattre calmement, comparer les points de vue, ce n'est pas attiser la confrontation, c'est refuser l'effacement. Les sociétés se construisent aussi par les questions qu'elles osent poser, même lorsque les réponses qu'en avait sont complexes ou incomplètes. Alors, face à ce type d'événement, quelle attitude collective permettra réellement de renforcer la dignité et la sécurité à long terme?